en déficit de ce que Malek Benabi appelait la logique pragmatique, c'est-à-dire celle qui fait le lien entre la réflexion et l'action. C'est-à-dire d'avoir une réflexion qui ouvre des chantiers immédiatement, qui ouvre des chantiers, qui donne envie d'agir. Et c'est ce qui nous manque, on reste dans des constats, d'ailleurs des constats sociologiques, qui certes nous permettent de connaître le contexte, mais qui ne nous mettent pas dans une situation d'action. Et même en y réfléchissant d'un peu plus près, on se rend compte que même quand on pose la question du constat, on se rend compte que les musulmans le posent très mal. Le posent très mal parce que peut-être qu'ils font un peu trop confiance à un certain nombre de sociologues, pas forcément tous musulmans, qui posent la question en termes de sciences humaines. Aujourd'hui, il y a un vrai problème dans le constat. Et nous sommes entre musulmans, il y a une démarche, comme Abdelaziz en parlait, da'watique. Il faut également avoir une originalité dans le constat. Et même si la question, le constat, il y a eu pléthore de conférences, je pense qu'elle a été mal posée, la question, et d'où la nécessité de reposer la question de l'islamophobie, à partir de 4 approches. La première, il en parlait tout à l'heure Abdelaziz, l'approche spirituelle. On parle de musulmans. On parle de musulmans qui ont une foi, qui ont une mission de témoignage, qui vivent un certain nombre d'épreuves, que ce soit les frères ou que ce soit les sœurs. Et notre spiritualité ne nous sert que très peu dans le constat que l'on fait. Or, en tant que musulman, Dieu se présente dans le Coran à travers 99 attributs. Et on pourrait en ressortir du lot au moins 3. Dieu se présente comme le seul qui commande. Il se présente comme le seul qui possède, et il se présente comme le seul qui sait, comme le détenteur absolu de l'avoir, du pouvoir et du savoir. Les noms divins, c'est pas des tableaux qu'on va mettre dans une salle et qui seront accrochés, qui feront bien, qui nous feront passer pour des bons musulmans, qui, dans le cadre de la décoration intérieure, pensent à Dieu. Non. Il s'agit à un moment donné, dans un premier temps, c'est de les connaître. C'est de les vivre, et enfin, c'est de les incarner. Et quand on pose ne serait-ce que ces trois attributs divins, il y a au moins 3 conséquences que ça a sur le musulman. C'est qu'il relativise la puissance économique, intellectuelle, médiatique, et en même temps politique, de celles et ceux, des promoteurs et des promoteurs de l'islamophobie. Et le fait de relativiser, cette approche spirituelle nous permet de relativiser la force de l'individu. Parce qu'il y a une carence chez les musulmans, et les musulmans, la civilisation islamique est rentrée en décadence depuis un certain nombre de siècles. Et quand on n'a pas envie d'agir, quand on est dans une logique fataliste, quand on est dans une logique de Mektoub, eh ben on a tendance à dire que l'ennemi est trop fort, pour éviter de se poser la question finalement qui fait mal. C'est-à-dire de se poser la question, mais nous, sommes-nous forts ou sommes-nous nuls? Et à un moment donné, il faut se poser la question et ne pas avoir peur. Parce qu'un diagnostic et un vrai constat, il est sans concession. Et c'est parce qu'il sera sans concession qu'on aura des actions efficaces. Aujourd'hui, on simule un constat. On est là à dire que l'ennemi est fort. L'ennemi est trop fort. Mais on ne se dit pas que finalement nous sommes nuls. Et je ne dis pas ça pour s'autoflageller, mais il faut partir d'un constat objectif pour à un moment donné proposer des solutions efficaces. Donc l'approche spirituelle, elle permet de relativiser la puissance des islamophobes. Reposer la question. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses également, la deuxième conséquence de l'approche spirituelle, c'est qu'il y a une méthodologie coranique du changement, de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a dans son âme. L'expérience prophétique, au-delà de la regarder comme des musulmans, c'est une expérience que musulmans et non-musulmans peuvent analyser objectivement sur le plan historique, sociologique. Un individu qui était considéré comme analphabète, en l'espace de 23 ans, donc une génération, il est capable de changer une société. En 23 ans, c'est une société. Et c'est un mouvement qui finira par influencer le monde. Et en l'espace de 100 ans, de se retrouver à quelques kilomètres d'ici, à Poitiers. Donc pour vous dire que la méthodologie coranique, il ne faut pas uniquement la considérer sur le plan dogmatique, en tant que croyance. Oui, Dieu nous a dit ça, donc j'y crois. C'est plus que ça. J'y crois et ça a fait ses preuves.
Même si je ne suis pas musulman, je peux analyser objectivement. Et d'ailleurs, on peut l'analyser tellement objectivement que ça reste un mystère pour les historiens non musulmans de savoir comment se fait-il qu'en l'espace de 150 ans, des Arabes qui reçoivent la révélation en arrivent à être aux portes de Paris. Ça reste encore une énigme historique. C'est bien que la spiritualité, quand elle est comprise, elle nous change et elle nous donne des envies d'universel, des envies de changer. Les Arabes, pendant des siècles et des siècles, ils restaient dans la péninsule arabique. Il a suffi que Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'idée religieuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a transmise. Ça a créé de la cohésion communautaire, puis de la cohésion au niveau sociétal, que ce soit à Médine, que ce soit à la Mecque. Et ensuite, c'est parce qu'il y a eu là une cohésion culturelle entre les Arabes que les Arabes, tout d'un coup, ont voulu transmettre au monde et à des empires décadents, qu'ils soient byzantins, qu'ils soient perses. Donc ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est quand on a une approche spirituelle de l'islamophobie, et quand on considère que dans l'islam, c'est un facteur de changement positif, qui a une véritable... Quand le message est bien compris, il change l'individu, il change une société et il change le monde. Donc cette approche-là, il faut l'avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas agi dans un contexte serein. Il a agi et il a obtenu des résultats que d'aucuns peuvent constater dans un contexte islamophobe, dans un contexte difficile. L'islam en soi n'est pas révolutionnaire, il vient avec des vérités. Mais pour le monde, c'était révolutionnaire. Et le fait que ce soit révolutionnaire, ça a impliqué une réaction. Ça a impliqué des réactions hostiles, d'une violence. Et pourtant, le message a été mené. Donc cette approche spirituelle de la lutte contre l'islamophobie, pour moi, est fondamentale. Ça, c'est l'approche verticale. Ensuite, vous avez l'approche horizontale. L'approche horizontale, c'est à un moment donné de considérer, de savoir que la civilisation islamique a précédé la civilisation occidentale. Et je vais même aller plus loin, c'est à travers notamment les croisades que la civilisation occidentale dans laquelle nous vivons, c'est à travers ces croisades qu'elle a commencé à apprendre comment, à partir d'une idée religieuse, on était capable de faire une civilisation. Et on a vu que le sentiment islamophobe a fédéré les peuples européens. Et Abdelaziz a raison de rappeler la date de 1492. 1492, c'est précédé d'une période qui s'appelle la Renaissance. La Renaissance, c'est peut-être le seul compliment que la civilisation occidentale a fait à la civilisation musulmane. Parce que pendant ce Moyen-Âge, il y avait une civilisation qui brillait. Il y avait une civilisation qui transmettait. Ça, il faut comprendre que le sentiment islamophobe a été constitutif de l'identité européenne. Et qu'aujourd'hui, et après 1492, tu as eu raison de rappeler, voilà, il y a un autre rapport au monde. Voilà, le racisme était religieux, puis il est devenu biologique avec Darwin, puis il est devenu culturel après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça pour vous dire que quand on décide de lutter contre l'islamophobie à partir d'une approche historique, quand on pose le problème, on se dit attention, quand on va essayer de lutter contre l'islamophobie, on touche à quelque chose de sensible, une partie de l'identité européenne. Les Européens n'ont jamais répondu à la question de qui nous sommes. Ils se sont constitués en répondant à la question de qui nous ne sommes pas. Et dans le qui nous ne sommes pas, c'était le musulman qui avait en face. C'était l'islam. C'est une identité qui s'est construite par la négative, mais qui a eu le lot de fédérer. Qui a eu le lot de fédérer tous ces peuples européens qui pendant des siècles et des siècles, s'entretuaient. Donc cette approche historique pour poser la question de l'islamophobie, elle est importante. Et aujourd'hui, la conséquence quand on a une approche historique, c'est de se dire quoi? Si on touche à quelque chose de sensible, si on veut déconstruire à partir de l'islamophobie, alors il faut construire. Et construire, c'est quoi? Et j'en reviendrai tout à l'heure. C'est à un moment donné d'assumer que nous avons un témoignage, nous avons une identité, des valeurs, et que Dieu nous a amenés sur cette terre, et qu'on a un rôle à jouer. Et donc l'idée, ce sera de proposer un projet de société alternatif. Les gens, même dans la lutte contre l'islamophobie, quand bien même nous aurons l'argent, quand bien même nous aurions les relais, les députés, ce que vous voulez, les gens ne lâcheront pas cette vision du monde, quand bien même elle est raciste, colonialiste, ce que vous voulez, si nous, les musulmans, qui vivons ici, qui avons grandi ici, on n'est pas capable de proposer un projet de société. Donc l'approche spirituelle, l'approche historique. Maintenant, on en revient à aujourd'hui. Aujourd'hui,
tu as parlé d'un certain nombre de choses, Abdelaziz, je n'y reviendrai pas, mais il faut poser également la question en approche culturelle. Les musulmans sont nés certes en France, mais je suis un peu surpris et un peu déçu de la part d'un certain nombre de musulmans de ma génération qui oublient leur histoire. L'histoire, l'immigration, on doit en être fier. Le fait de venir de toutes ces sociétés maghrébines, africaines, asiatiques, on doit être fier. Et on construit l'histoire de ce pays, de ce continent. Mais on poursuit également, et on est une partie de l'histoire de la civilisation islamique. Donc on a une double mission, et il faut assumer les deux. Ne pas en nier un pour rentrer dans une démarche de hijriya ou alors être dans une autre démarche assimilationniste. Entre les deux, il y a une troisième voie et il faut être dans cette double approche. Double approche de considérer que nous faisons partie et de la civilisation occidentale et de la civilisation islamique. Quand on pose la question, du fait de cette approche culturelle, on se rend compte que nous appartenons à une civilisation qui a brillé, mais qui a sombré dans la décadence depuis 1492. Avec le choc du colonialisme, elle s'est réveillée. Il y a eu le mouvement de la Nahda, le mouvement de la Renaissance. Et comme tout réveil un petit peu, quand on secoue, eh ben on tâtonne, on est un peu réveillé, on est un peu, comme diraient les jeunes, de manière triviale, on a la tête dans le gaz. Voilà, on ne sait pas quel chemin il va falloir emprunter. Donc on emprunte un peu, voilà, le socialisme, on emprunte un peu le libéralisme. Et c'est du n'importe quoi. Parce qu'on ne pose pas la question véritablement de l'identité. Et quand on se rend compte quand on se réveille, on voit un peu mieux le travail du colonialisme. Et on voit également, et en tout cas il va falloir voir, mais on le voit un peu moins, ce que Malek Benabi appelait la colonisabilité. C'est-à-dire un certain nombre de complexes que nous avons hérités au fur et à mesure. Parce que quand nos ancêtres ont rencontré les sociétés occidentales avec toute la violence du colonialisme, il y a eu des complexes qui ont émergé, dû à une certaine colonisabilité. Et cette colonisabilité, aujourd'hui, nous héritons de nos parents un certain nombre de complexes vis-à-vis de l'homme blanc, vis-à-vis de la modernité, vis-à-vis de la société occidentale. Et aujourd'hui, il faut se poser la question sur le plan culturel. D'où nous viennent ces complexes? Posons le constat objectif, même qui va faire mal, un constat thérapeutique, d'où nous viennent ces complexes, pour à un moment donné soigner les musulmans. Parce que les musulmans, ils ont besoin d'être soignés. Et quand je dis les musulmans, j'en fais partie. On a besoin d'être soignés. On a besoin d'une thérapie. Aujourd'hui, on a des problèmes psychologiques sur le plan personnel, que ce soit les frères, les sœurs, les plus âgés, les moins jeunes. Et cette question de l'approche culturelle, elle est fondamentale pour reposer la question de l'islamophobie. Et la dernière approche, et c'est une fois qu'on a abordé les trois premières approches que je viens de citer, c'est là qu'on pose la question sur le plan de la citoyenneté. Malheureusement, les musulmans partent directement de la citoyenneté, on fait fi des complexes, on fait fi de l'histoire, et la spiritualité, on la laisse à la maison. Non, c'est pas une manière sérieuse de poser la question de l'islamophobie. Aujourd'hui, on ne rigole pas, c'est vraiment, il y a des frères et des sœurs qui souffrent. Il faut poser un constat objectif, un constat sans concession. Et quand on parle de citoyenneté, cette approche politique, c'est là qu'on pose la question, et il a raison d'en parler, il a eu raison d'en parler à Abdelaziz, voilà, que ce soit politique, juridique, médiatique et également économique, bien évidemment économique. Aujourd'hui, quand vous voyez que Soros a financé la campagne du CCIF, certes à hauteur de 35 000 €, c'est une insulte pour nous. On n'est même pas capable d'avoir 35 000 € pour financer la campagne de frères et de sœurs d'une association, une des associations qui lutte contre l'islamophobie. 35 000 €. On n'est même pas capable. Donc ça pose des véritables questions de fond. Je ne sais plus si on est encore en période de solde, mais si on va dans n'importe quel centre commercial, on verra bon nombre de musulmans consommer. Les 35 000 €, on n'est même pas capable de les avoir. On n'est même pas capable de mettre en place des modèles économiques pour à un moment donné défendre nos droits. Et donc voilà, ça c'était la première partie de mon propos. L'idée c'est de reposer la question de l'islamophobie à partir de l'approche spirituelle, l'approche historique, l'approche culturelle et l'approche politique. Le changement, il sera fondamental, le changement, il sera très important. Le changement, il sera très important, tant sur le plan individuel que sur le plan des communautés. Quand on pose la question à partir d'une approche spirituelle, on forme et on édifie des personnalités, des gens beaucoup plus confiants en eux. Voilà. Quand je relativise la puissance de l'autre,
ben à un moment donné, je me donne de l'importance et j'ai une confiance. J'ai une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai de l'enthousiasme. Parce que je sais qu'in fine, on me vend que des illusions aujourd'hui. Mais que in fine, il y aura un jour du jugement. In fine, le pouvoir n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça doit me rendre enthousiaste. Là, aujourd'hui, on voit quoi? On voit des musulmans qui tirent la tronche. On voit des musulmans qui sont défaitistes. Alors qu'ils se disent musulmans. C'est une foi qui reste qu'à la maison. Ça y est, on est sorti, c'est bon. Ou alors c'est comme je dirais, voilà, on n'a pas évité les deux écueils. L'islam corporel, je bombe le torse, je suis musulman, mais il n'y a rien à l'intérieur. Ou alors l'islam, je courbe les chines. Non, entre les deux, on doit promouvoir un islam serein. Je sais qui je suis, je connais mes valeurs, et je t'en parle de manière décomplexée. Donc cet enthousiasme, être patient, parce qu'aujourd'hui la lutte contre l'islamophobie, c'est une lutte qui va prendre des décennies. Elle prendra des décennies. Elle prendra des décennies et elle pourra être... La seule chose qui pourra faire qu'elle s'accélérera, ce sera si les musulmans sont capables d'être des vrais acteurs dans la société, d'être de vrais acteurs dans l'histoire. Si nous ne sommes pas capables d'extraire, à partir de nos sources islamiques, un projet de société, alors nous serons pas... l'islamophobie durera encore très longtemps. Donc de toute façon, il faudra être patient, parce qu'il faudra forcément, parce que l'islamophobie est constitutive de l'identité européenne, proposer quelque chose d'autre. Et là, j'en fais appel aux étudiantes et aux étudiants. Il ne s'agit pas uniquement de militer, il s'agit de penser. Il faut être présent dans le monde des idées. Pas uniquement dans le monde militant, dans le monde des idées. Dans le monde des idées. Aujourd'hui, nos ennemis l'ont très bien compris. Quand et on le voit également, on en a souvent parlé avec Abdelaziz. On en a souvent parlé avec Abdelaziz. Aujourd'hui, quand on veut lutter contre toutes ces belles initiatives dans le monde musulman, on ne vient plus aujourd'hui et on se pose physiquement. On oriente à travers les idées. Il suffit que vous inoculez des idées, et puis vous restez, puis vous voyez comme des... Ils nous regardent comme des rats de laboratoire. Excusez-moi de vous dire ça et de vous plomber le moral, mais ils nous regardent comme ça. Ils mettent des idées, puis derrière, ils regardent. Puis s'il faut intervenir, ils interviennent. S'il faut acheter des gens, ils achètent des gens. Donc ce que je veux vous dire, c'est que la lutte sera longue, il faudra des gens patients, des gens qui proposeront, qui seront des acteurs de l'histoire. Il faudra des gens constructifs. Il faudra des gens sereins et complètement décomplexés. Aujourd'hui, nous sommes là. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis là, ici, personne ne peut savoir le pourquoi. Mais il y a quand même une méditation à avoir sur les finalités. Nous sommes c'est peut-être dans l'histoire l'un des plus grands déplacements massifs de population qui s'opère de manière pacifique. Il y a des questions à se poser. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène ici, dans une civilisation où brille le matérialisme, peut-être que sur le plan spirituel, nous avons quelque chose à faire. Et il y a à méditer, et il y a un travail à faire. Quand on pose le constat également de cette manière-là, on est à la fois plus efficace et créatif, et surtout, et ça c'est un mal qui nous ronge, on le voit également chez les acteurs qui luttent contre l'islamophobie, et également dans le monde musulman, chez tous les cadres musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose: soyez humbles avec les vôtres et forts et fiers avec les autres. Quand on voit que les cadres, ceux qui sont en mesure, ou que ceux qui sont censés être des leaders, une caravane, une locomotive pour la communauté musulmane, quand on les voit comment ils réagissent à l'intérieur de la communauté et comment ils sont à l'extérieur de la communauté, quand on est dans une inversion des valeurs prophétiques, quand on est dans une inversion de la méthodologie coranique, de l'extérieur vers l'intérieur, alors que le Coran dit de l'intérieur vers l'extérieur, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « soyez humbles avec les vôtres et forts et fiers avec les autres », et que nous sommes humbles, nos leaders sont humbles avec les autres et fiers avec les nôtres, il ne faut pas s'attendre à avoir quoi que ce soit, une intervention divine. Vous pouvez l'attendre, on peut l'attendre, l'intervention divine. Non, aujourd'hui, il faut retrouver ces valeurs, de l'intérieur vers l'extérieur, et de l'humilité entre nous, du respect, de la convergence entre nous, et de la fierté et de l'humilité vis-à-vis des autres. Et ça, c'est un point qui est pour moi fondamental. Donc de reposer la question, c'est fondamental. La question de l'islamophobie est mal posée. Pourquoi elle est mal posée? On le voit dans le domaine de la lutte contre l'homophobie. Aujourd'hui, quand on s'est mobilisé quand on s'est mobilisé avec Abdelaziz contre le mariage pour tous, on a vu
les non-musulmans, les soi-disant amis de gauche des musulmans, faire un chantage aux musulmans en leur disant « Mais attendez, on est avec vous, on vous soutient, donc maintenant soutenez-nous pour la lutte contre l'homophobie. » Comme si la lutte contre l'homophobie, c'était la lutte contre l'islamophobie. Et on n'en a fait qu'une question de l'égalité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une approche spirituelle, pas une approche culturelle et pas une approche historique de la lutte contre l'islamophobie. Donc, ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est sur l'historique. Abdelaziz a parlé d'un certain nombre de points, j'y reviendrai pas. Juste pour revenir sur un certain nombre, sur l'historique et de faire un espèce d'état des lieux aujourd'hui. Tant sur le plan de la lutte contre le colonialisme, tant sur la lutte contre la colonisabilité. C'est-à-dire en nous-mêmes, notre djihad nefs qu'on doit faire et qu'on doit assumer. Oui, il y a un vrai travail à faire de libération déjà de nous contre nous-mêmes. Et ça, malheureusement, nous ne le faisons pas. On lutte, c'est de la faute de l'autre. C'est uniquement de la faute de l'autre. Non, c'est également de notre faute également. Nous avons une partie de responsabilité qu'il va falloir assumer. Donc le colonialisme, il y a un rapport avec la gauche française. Et quand je parle de la gauche, ça ne veut pas forcément dire que je suis de droite. Je ne me situe absolument pas dans cet échiquier politique. Et il ne m'intéresse même pas. Quand je dis que je parle de la gauche, je parle de gens qui se disent de gauche. Et voilà, pour reprendre un langage conventionnel. Quand je parle de la gauche, si nous revenons à notre histoire, parce qu'il y a un déficit également de connaissance de notre histoire. Quand on revient à notre histoire et qu'on revient dans les années 20, les années 30, vous aviez une association qui s'appelait l'Étoile Nord-Africaine, qui regroupait les nationalistes du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, et qui travaillaient main dans la main, pourquoi? Pour proposer un projet d'indépendance. Pas que du Maroc, pas que de l'Algérie, pas que de la Tunisie, mais du Maghreb arabe. Et ces gens-là essayaient de travailler dans une certaine forme d'autonomie. Ben, je veux vous dire une chose, les rapports que l'on vit avec la gauche aujourd'hui, quand vous étudiez la période historique des années 20, des années 30, vous voyez les mêmes rapports de l'Étoile Nord-Africaine avec le Parti communiste. Et ça, c'était en période coloniale. Quand vous revenez à une époque, la période de l'immigration, et Abdelaziz était jeune et peut témoigner. Vous aviez les mêmes rapports entre l'extrême gauche et le MTA, Mouvement des travailleurs arabes. Et aujourd'hui, depuis 1983, nous avons les mêmes rapports du Parti socialiste avec celles et ceux qui sont qu'on appelle communément issus d'immigration, d'une immigration musulmane. Donc il y a un rapport. Vous avez des gens qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on se réunisse entre nous, qui vont même vous dire, mais écoutez, nous sommes vos amis, on vous défend. La société française n'est pas prête. Attendez, on va vous faire de la place, on va parler à votre place. Tout un paternalisme qui a une histoire, qui a une véritable histoire. Et ce paternalisme, depuis maintenant quelques années, on le voit, le même paternalisme qu'on voit dans la lutte contre l'islamophobie, on voit le même type de paternalisme sur la question de la Palestine. Il faut avoir des parrains. Le système nous met en place des parrains. Vous, sur la question de la Palestine, il faut graisser la patte d'Alain Grèche et du monde diplomatique. Vous voulez maintenant sur l'islamophobie, faut s'acoquiner avec Claude Askolovitch. Quand on connaît l'histoire de Claude Askolovitch, c'est vendre son âme au diable. Donc, on a un problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se présentent comme des amis, qui recrutent des gens en mal de réseau chez nous, des musulmans, qui sont dans l'islam corporel. Oui, nous sommes musulmans, mais qui courbent les chines quand ils sont dans des cabinets ministériels ou quand ils sont dans des cocktails où on mange, alhamdoulilah, des bons petits fours. Donc, on a aujourd'hui des amis, des faux amis musulmans, avec l'appui de gens qui sont unis, qui croient que la lutte contre l'islamophobie, c'est des échanges de cartes de visite. Parce que l'autre va m'inviter pour que je fasse 2 minutes au JT, pour que je fasse 2 minutes d'une émission de radio, pour que je fasse 5 minutes à iTélé à 20h, ça y est, je suis le plus heureux. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la lutte contre l'islamophobie, c'est de quoi? C'est de finalement se battre entre nous pour passer dans le tube cathodique. On en est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'orientation, c'est même pas en nous, c'est l'extérieur. On va se battre. On va graisser la patte de faux amis pour essayer de passer dans le tube cathodique et d'avoir sa petite heure de gloire et partager les vidéos sur Facebook et dire « Ah, Flan, tu déchires, tu nous représentes bien. » Posez la question à un Malcolm X. Posez la question à l'émir Abdelkader. Posez la question à l'émir Abdelkader Khattabi. Posez à tous
à tous ses frères et toutes ses sœurs, posez la question à Jamila Bouhired, posez la question à toutes celles et ceux qui se sont battus pour notre libération. Et là, on a quoi? On a des gens qui sont censés nous représenter, qui ne s'aiment pas, qui veulent avoir, qui considèrent la communauté musulmane comme un parking. Et je viens avec ma voiture et je me gare le premier et je dis aux non-musulmans, regardez, c'est moi qui les tiens. Aujourd'hui, on en est là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas qu'une question de colonialisme, de système. On a également des gens. Malik Benabi parlait à son époque de gens, de spécialistes de la politique. Pas de la politique, de la politique. Qui se battaient, qui pensaient, qui disaient qu'à l'époque du colonialisme, on est passé du virus maraboutique au virus politique. Où finalement, la petite amulette qu'on donnait justement aux gens pour leur dire ne t'inquiète pas, ça va te préserver du hin, ça va te présenter du suhur, on est passé à un bulletin électoral en pensant qu'avec ça tout va s'arranger. On a une continuité de ce genre, de ce type de personnage qui est complaisant avec le système colonial dans ses différentes variantes, dans ses différentes époques, et qui permet au système de garder, si vous voulez, le troupeau musulman. Et parce qu'on a parlé d'action, aujourd'hui, la véritable question et la véritable voie, et si on parle d'action, l'action, elle se situe au niveau de l'autonomie. Elle se situe au niveau de l'autonomie sur le plan intellectuel déjà. La question de l'islamophobie, aujourd'hui, elle n'est pas posée par les musulmans. Elle est posée par les gens d'extrême gauche et de gauche, qui, in fine, vous disent aujourd'hui, mais venez vous rallier, comment se fait-il que nous luttons contre l'islamophobie? Vous n'êtes pas cohérents parce que vous ne luttez pas contre l'homophobie. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi aujourd'hui, et Abdelaziz peut en témoigner, on a vu plein de gens, quand on les alertait, moi, je disais, je veux dire quand même, là, c'est tes valeurs qui sont en jeu. Pourquoi tu n'interviens pas? Oui, mais tu sais, c'est une question d'égalité. C'est-à-dire que la manière dont le problème est posé, la manière dont les arguments sont avancés, font que il n'y a aucune personnalité sur le plan intellectuel. Parce que nous-mêmes, en tant que musulmans, nous n'avons pas posé la question sur le plan intellectuel. Et tellement elle n'a pas été posée intellectuellement, c'est qu'aujourd'hui, sur par exemple la question du mariage pour tous, que vous soyez contre ou pour, vous repreniez les mêmes arguments en fonction du oui, en fonction du non. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personnalité musulmane qui va dire, voilà, moi sur tel débat, je prends une position à partir de mes valeurs et j'explique pourquoi. J'explique d'où je pars et j'explique que je ne suis pas dans une démarche d'exclusion, mais que voilà pourquoi je crois en mes valeurs. Et ces valeurs-là doivent se transformer en messages politiques. Or, on voit que sur un débat de société, nous avons été incapables de le faire. L'autonomie, quand elle s'exprime sur le plan intellectuel, il s'agit de planification. Aujourd'hui, les musulmans ont un déficit de logique d'action. On parle et on parle et on parle et on parle. On passe des journées, on se voit, mais on ne ressort jamais avec quelque chose de concret, une action pérenne, une planification. Aujourd'hui, allez sur YouTube, allez voir un discours de Jacques Attali, en 2007 ou en 2008. Il parle des musulmans. Et là, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Et là, vous voyez le tournant du sionisme qui, à un moment donné, de 2000 à 2008, nous attaquait de front. Ils se sont dit qu'il y avait une autre stratégie à avoir, c'est-à-dire d'acheter des gens. Chalgoumi rentre dans cette logique-là. Quand Soros finance, il rentre dans cette logique-là. Quand aujourd'hui vous avez des leaders soi-disant musulmans dont on envoie à Tel Aviv gratuitement, ils rentrent dans ce projet-là. Donc aujourd'hui, il faut savoir également quelle période nous vivons et également ne pas, quand Claude Askolovitch vient et s'intéresse nos mal-aimés musulmans. Vraiment, on t'a attendu pour savoir qu'on était mal aimés. Et vraiment, merci que tu sois venu parce qu'on avait vraiment besoin de toi. Il vient, Blahishma Blawalo. Après, quand on voit également le débat qu'il a eu avec Tariq Ramadan en 2003, quand on voit sa position également sur la question israélienne, où il s'est un fervent soutien et un fervent sioniste sur la question de la Palestine, on se dit, mais on se fout de nous. On se dit, on se fout de nous. On a encore des gens, pourtant, qui sont intéressants si vous les prenez sur le plan individuel, mais qui, sur le plan politique, sur le plan intellectuel, sont complètement naïfs. Et si vous avez le malheur de leur parler, eh bien parce qu'ils sont passés à ITélé, ça y est, khlas, on ne peut plus se parler. Si tu lui dis, frère, viens, on se pose, il n'y a que toi et moi, on va discuter. Viens.
regarde, là, par A plus B, en te ramenant des éléments probants, concrets, on se pose aujourd'hui, ce que tu vas faire. Il n'y a pas toi qui va subir. La lutte contre l'islamophobie, elle nous engage tous. Moi, je viens te voir dans une démarche de frère, de